Tiens, vous voilà. Ah mais oui, je sais pourquoi vous êtes là. Votre vie manque d'aventure. C'est tout à fait normal de ressentir ce genre de manque. Après tout, la plupart d'entre nous sont coincés dans une routine métro, boulot, dodo. Je comprends maintenant votre présence ici. Vous recherchez l'histoire qui vous maintiendra éveillé, le grand frisson. Eh bien, installez-vous bien confortablement, chers amis, car c'est aujourd'hui que votre souhait sera exaucé. Nous sommes le 19 décembre 1948 dans la petite ville de Burbank en Californie. Clarnell et Edmund Jr. seront les heureux parents de leur deuxième enfant qu'ils baptiseront Edmund troisième du nom. Le couple avait déjà eu un premier enfant, Suzanne, et en auront un troisième, Aline. Le mariage de Clarnell et Edmund Jr. est loin d'être idyllique. En 1957, Edmund décide de quitter Clarnell car il l'accuse de violence et d'alcoolisme. Pour le petit Edmund, leur deuxième enfant, il s'agit d'une souffrance perpétuelle. Après la rupture, sa mère va rencontrer toujours plus d'hommes et réitérer les mêmes erreurs qu'avec le père. Des relations toujours basées sur l'alcool et la violence. Elle en viendra même à divorcer 3 fois. Pour ne pas faciliter les choses, Clarnell est quelque peu acharnée sur son fils. Elle passe son temps à l'humilier, le rabaisser et le frapper. Et les chiens ne faisant pas des chats, la grande sœur Suzanne suit les mêmes traces que sa mère. Pour vous donner un petit exemple, un jour alors qu'il se baladait proche d'un chemin de fer, Suzanne poussa Ed en direction des rails où un train arrivait à pleine allure, ce qui manqua de le tuer. Ed possédait un pistolet en plastique, une babiole avec lequel il adorait jouer. Bien évidemment, sa sœur, prenant plaisir à harceler son frère, lui brisa et lui tendit. Pour se venger, Ed décida de couper la tête de la poupée préférée de Suzanne avec une paire de ciseaux, ce qui, évidemment, lui valut une sévère correction. Les premiers signes de la psychopathie feront bien vite leur apparition. Ed aimait beaucoup jouer avec sa petite sœur Aline à un jeu qu'il appelle la chaise électrique. Ce jeu consistait à asseoir Aline sur une chaise, lui mettre une ceinture sur la tête et faire semblant de l'électrocuter jusqu'à la mort. Un jeu bien peu convenant pour un enfant de l'âge d'Edmund. En 1961, le divorce du couple Kemper est prononcé. La famille déménage en laissant le père derrière elle. Dans leur nouvelle maison, il n'y a étonnamment que 2 chambres, celle de Clarnell et celle des enfants. Mais Clarnell ne veut pas que son fils dorme dans la même chambre que ses sœurs, trouvant la situation inconvenante. Elle envoie donc dormir à la cave sur un lit en piteux état juste à côté de la chaudière. Dans une interview, Ed confiera que les flammes de la chaudière le terrorisaient et qu'il avait l'impression de combattre des démons tout droit venus des enfers. Pendant cette même période, Ed exprima de plus en plus ses idées morbides. Durant une étude menée par le psychiatre américain John M. MacDonald, nous pouvons découvrir une caractéristique propre à un grand nombre d'individus atteints d'un trouble du comportement. L'individu concerné va avoir un comportement qui lie 3 idées précises. Il va pouvoir montrer de la cruauté envers les animaux, les torturant et les tuant. Il va aussi être amené à mettre le feu à divers objets, pouvant aller du simple jouet à leur propre maison. C'est ce qu'on appelle la pyromanie. L'individu va aussi être victime d'énurésie nocturne qui dépasse l'âge de 5 ans. L'énurésie nocturne étant le fait de faire pipi au lit. John MacDonald reste assez incertain envers cette théorie. Il déclare que certains individus vont manifester la triade au complet, alors que certains autres vont manifester une seule idée. En ce qui concerne notre très cher Ed, il ne montrera jamais de signes de pyromanie ou d'énurésie nocturne. Cependant, il va aimer faire du mal aux animaux, et notamment le chat de la famille. Il l'a plusieurs fois enterré vivant pour finalement le décapiter. Les violences que vont faire subir quotidiennement Suzanne et Clarnell ne vont faire qu'aggraver le problème naissant qu'est Edmund Kemper. Durant l'adolescence, il y a ce qu'on appelle la puberté, et c'est pendant cette période que l'être humain va développer les désirs sexuels. Et vous l'aurez compris, Ed va lier ses désirs sexuels à la violence. En 1963, Ed va chez son père en vacances. Edmund voue une véritable adoration pour son père. C'est un vétéran du Vietnam et en plus il a supporté sa mère durant de nombreuses années, si bien qu'ils ont même 3 enfants ensemble. Un véritable héros pour le jeune Ed. Seulement voilà, Edmund est un enfant difficile. Il n'a que très peu d'amis dû à son comportement violent et dû à sa carrure déjà impressionnante. Il rencontre aussi beaucoup de problèmes à l'école n'étant pas un élève très assidu. Et tous ces problèmes réunis vont faire que le père d'Edmund va le repousser. Et là il s'agit d'un nouveau choc émotionnel pour le jeune garçon, il se sent abandonné par la personne qu'il admire le plus. Son père va donc l'envoyer vivre chez ses propres parents, Maud et Edmund Senior. Mais la situation va encore empirer puisque Maud est pire que Clarnell et que son grand-père est à moitié sénile. Chez son père, Ed ne subissait pas toutes les violences qu'infligeaient Suzanne et Clarnell, mais avec sa grand-mère, c'est le retour en enfer. Maud va passer le plus clair de son temps à malmener son petit-fils à coups d'insultes, de coups et d'humiliation. Un jour, alors qu'Ed s'ennuyait, il partit voir son grand-père en quête d'occupation. Celui-ci, ne voulant pas de son petit-fils dans les pattes, lui offrit une carabine de calibre 22 pour qu'il aille chasser dans la forêt. Edmund avouera plus tard dans une interview qu'il allait chasser pour voir s'il était capable de tuer. Le 27 août 1964, Ed et Maud sont assis à la table de la salle à manger en train de corriger un livre pour enfants. Maud exerçant le métier d'auteur de livres pour enfants. Comme à son habitude, Maud humiliait son petit-fils en lui disant à quel point il était bête et grassouillet. Edmund ne supportant plus les brimades incessantes
incessante de sa grand-mère, grimpa dans sa chambre. Mais pas pour s'y réfugier. Il attrapa son fusil de chasse, descendit les escaliers et tira sur sa grand-mère. En tout, 3 coups se firent entendre. 2 cartouches dans le dos et 1 dans la tête. Selon la diversité des sources, il aurait aussi attrapé un couteau et poignardé plusieurs fois le cadavre de Maud. Ed fut pris de panique, réalisant que son grand-père, qui était déjà un peu sénile, allait découvrir la mort de sa femme. Il décida alors de ne pas lui faire endurer un tel choc. Edmund arma de nouveau son fusil et abattit son grand-père d'une balle dans la nuque. N'étant qu'un jeune homme de 16 ans, il fut vite coincé et placé en détention. Il reconnut même les meurtres. Lors de la détention, des psychiatres lui diagnostiquèrent une schizophrénie paranoïde et le déclarèrent irresponsable de ses actes. Ce diagnostic va éviter la prison à Ed. À la place, il sera envoyé à l'hôpital d'état d'Atascadero en section psychiatrique. Cet hôpital y accueille déjà de nombreux criminels tels que des violeurs et des tueurs. La loi pensant envoyer Edmund dans ce genre d'établissement était une bonne idée, se verra bien niaise à ce sujet. Quoi de mieux comme centre de formation qu'un hôpital psychiatrique où les détenus adorent y raconter leurs crimes. Plus le temps passe et plus Ed s'inspire des autres, relevant même leurs erreurs afin de commettre le crime parfait. Ses désirs sexuels étant déjà liés à la violence, ceux-ci vont poursuivre gravement dans ce chemin. 5 ans plus tard, en 1969, Edmund fête ses 21 ans. De nouveaux tests sont effectués sur lui et il montre que celui-ci est complètement guéri et sain d'esprit. Edmund Kemper est alors remis en liberté. Et le bonhomme a bien grandi, il mesure désormais 2,10 m et pèse 130 kg et a un QI de 145. Pour votre parfaite information, Stephen Hawking et Albert Einstein avaient un QI de 160. Venant à peine de recouvrir la liberté, le jeune homme n'a pas d'argent. Il est donc contraint de revenir vivre chez sa mère à Aptos, près de Santa Cruz. Et la situation va évidemment empirer. Clarnell souhaite que son fils poursuive des études, alors que Ed n'est intéressé que de fréquenter des bars, en espérant qu'un jour il pourra faire carrière dans la police. Un rêve plutôt utopique quand on connaît le passé du bonhomme. Alors, pour un peu se rapprocher de l'univers de la police, il va se mettre à fréquenter des bars de policiers, et un en particulier, appelé le Jury Room. À cette même période, il commença à prendre des autostoppeuses en voiture. Une Ford Galaxy 500 de 1969 qu'il avait bricolée. Il avait trafiqué le mécanisme de la portière passager pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir de l'intérieur, et avait fabriqué une petite cachette sous son siège pour y cacher un couteau et une arme de poing. Il déclara avoir pris plus de 150 jeunes femmes en voiture sans tenter quoi que ce soit. Il voulait simplement voir s'il pouvait inspirer confiance. Mais le 7 mai 1972 fut le jour à marquer d'une pierre noire. Ed roulait le long d'une nationale quand il aperçut 2 jeunes femmes, Marie-Anne Pess et Anita Luciz, toutes deux âgées de 18 ans. Ces jeunes filles avaient des cartons avec elles et prétendaient vouloir aller à l'université de Stanford. En les approchant, Ed déclara que lui aussi, il allait dans cette direction. Vous vous en doutez, un mensonge pour convaincre les filles de monter. En roulant, les 3 discutèrent de tout et de rien, de la pluie, du beau temps. Les 2 jeunes filles déclarèrent qu'elles ne connaissaient pas bien le coin, venant expressément pour leurs études. Une information plutôt précieuse pour Edmund, parce que les filles ne vont même pas remarquer qu'ils ont déjà dépassé la route menant à Stanford. Mais quand Ed emprunte un chemin menant à une forêt, elle commence à se poser des questions. Aussitôt la question posée, Ed sortit son arme de poing de sa cachette. Après quelques mètres parcourus sur le chemin, Ed s'arrêta. Il attacha Marianne au support de la ceinture avec des menottes et enferma Anita dans le coffre de la voiture. Après cela, Kemper revint dans l'habitacle. Il força Marie à s'allonger sur le dos et lui mit un sac plastique sur la tête pour tenter de l'étouffer. Mais Marie lutte, si bien qu'elle réussit à trouer le sac plastique, le rendant inefficace. Marie continue de lutter, bien qu'elle n'ait aucune chance face à un titan tel que Ed, elle lutte de toutes ses forces. Puis elle la sent, la lame froide d'un poignard qui la traverse 1 fois, 2 fois, 3 fois. Edmund, complètement paniqué que sa victime ne meure pas, va rapidement placer sa lame sous sa gorge et causer une plaie béante au niveau de la carotide. Le sang gicla abondamment et Marie perdit la vie en quelques secondes. Les vêtements recouverts de sang, Edmund se dirigea vers le coffre de la voiture. En l'ouvrant, il découvrit une Anita terrorisée qui venait d'entendre sa meilleure amie mourir sous les coups d'un monstre. Cette fois-ci, Ed ne perdit pas de temps et poignarda Anita à plusieurs reprises. Edmund l'a fait. Il a cédé à cette pulsion. Mais maintenant, que faire des corps? Il plaça les corps de ses victimes à l'intérieur du coffre de la Ford et nettoya l'habitacle maculé de sang. Puis il rentra tout simplement chez lui dans son petit appartement d'Alameda qu'il payait avec ses petits boulots. Il descendit discrètement les corps de sa voiture puis les emmena directement dans sa chambre. C'est là qu'Ed décida de séparer les têtes des corps à l'aide d'une scie. Il joua quelque peu avec les têtes et eut même des relations sexuelles avec et avec les corps inertes de ce qui était autrefois 2 jeunes filles pétillantes de vie. Il se débarrassa ensuite des corps dans des endroits reculés mais conserva tout de même les têtes pendant quelques jours en guise de trophée et pour satisfaire ses envies macabres. C'est le 11 mai 1972, 4 jours après leur mort, que Marianne et Anita seront déclarées disparues. À l'époque, les fugues étaient monnaie courante et aussi les enquêteurs ne firent pas grand-chose pour tenter de les retrouver. Pendant 1 an, Ed va continuer de prendre des jeunes femmes en stop, mais il explique qu'il n'avait pas toute envie de les tuer. Il considérait ça comme un jeu, une espèce de roulette russe, où le passage à l'acte représenterait la balle chargée dans le revolver. Il faudra environ 4 mois pour qu'Ed décide de tuer à nouveau. Pendant ce temps, il contemple les photos Polaroid qu'il avait prises de ses
premières victimes. Il donnera comme explication qu'il a mis aussi longtemps pour recommettre un meurtre, c'est parce que le sang c'est pénible à nettoyer. En août 1972, la tête de Marianne est retrouvée. Mais la police ne s'inquiète toujours pas, car depuis des années, les campagnes publicitaires incitent les jeunes femmes de ne pas faire confiance à des inconnus et de surtout pas monter dans leur véhicule. Le 14 août 1972, Ed décide qu'il est temps de recommencer son méfait. De plus, il commence à se lasser de ses précieuses photos. Une adolescente de 15 ans, Eiko Koo, attend son bus pour aller à son cours de danse. Voyant la voiture de Kemper l'approcher, elle lève le pouce et demande de l'y emmener. Kemper la prend donc en stop, mais celle-ci connaît bien mieux les environs que les premières victimes du monstre. Et donc elle remarque assez facilement qu'il ne prend pas du tout le bon chemin vers son cours de danse. En lui faisant la remarque, Edmund va sortir son arme et déclarer qu'il est dépressif et qu'il va s'en coller une. Il voudrait juste parler un petit peu avant la fin. Il lui dit alors que si elle ne crie pas, il la laissera partir. Ed s'arrête sur un chemin. Il ligote l'adolescente et la bâillonne. Aiko n'a plus que son nez pour respirer, mais Ed lui bouche en lui pinçant. Elle perdra vite connaissance puis mourut asphyxiée. L'ogre de Santa Cruz mit alors le corps dans son coffre et reprit la route vers son appartement. En chemin, il se sentit pousser des ailes tellement qu'il s'arrêta dans un bar boire quelques bières et rendit même visite à sa mère qui ne remarquera rien de particulier. Une fois de retour chez lui, il répéta son œuvre morbide. Il commença à découper la jeune fille et eut envie de nouvelles choses. Ed eut l'idée de cuire un bout de viande provenant du corps de la jeune fille. Bien qu'il n'ait pas d'envie cannibale, il se dit pourquoi pas essayer. Par la suite, il se débarrassera du corps dans divers endroits reculés, mais conservera la tête de la jeune fille dans le coffre de la voiture. Durant l'année 1972-1973, Kemper va faire 3 autres victimes. Et son état mental va également se dégrader. Ayant eu plusieurs accidents, il a le bras complètement en compote et est déclaré inapte au travail. Il perd donc son logement et est contraint de revenir vivre chez sa mère avec qui la cohabitation s'est toujours mal déroulée. Pour ces 3 autres victimes, il va donc être contraint de les emmener dans le domicile de Clarnell. Pour ces 3 autres victimes, le modus operandi est quasiment le même. Ed va prendre une autostoppeuse, lui agiter une arme de poing sous le nez, l'abattre et l'emmener chez sa mère. Il va ensuite découper les corps, en abuser sexuellement, puis les éparpiller aux 4 coins de la région. Clarnell ne va rien remarquer des agissements de son fils parce que celui-ci effectue ses profanations quand elle est au travail. Kemper teste ses limites, il aime se faire peur et voir à quel point il peut aller loin dans le morbide. À une période, la situation se dégrade jusqu'à un point de non-retour. Ed boit de plus en plus, il a de moins en moins d'argent car il ne travaille plus et supporte de moins en moins les brimades de sa mère. Edmund est excédé. Le soir du 20 avril 1973, Edmund est complètement alcoolisé, il repense à sa vie, à son enfance misérable et n'en peut plus. Et plus il y pense, et plus il se dit que la source de son malheur, c'est sa mère Clarnell. Tant qu'elle sera en vie, d'autres femmes viendront à mourir. Vers 4h du matin, il sort de sa chambre armé d'un marteau et se dirige vers celle de sa mère. Celle-ci, dormant à point fermé, n'entend même pas approcher son titan de fils. Il se dirige alors vers la tête de Clarnell et abat son marteau à plusieurs reprises. Le crâne se fracasse, mélangeant os, sang et cervelle. Puis il reproduit son rituel séparant la tête du corps. Puis il pose la tête de sa mère sur une cheminée et la prend pour une cible de fléchette. Il se satisfait aussi sexuellement, un acte qu'il nie en bloc mais dont l'autopsie mettra en évidence. Pour finir, il arracha le larynx de la gorge de sa mère et le jeta dans le broyeur de l'évier. Des actes qui lui donneront cette réputation de tueur effroyable qu'on lui connaît aujourd'hui. Cette fois-ci, Ed se demande comment il va s'en sortir. Certes, c'est le week-end, mais lundi, sa mère sera attendue au travail. Il décide alors de monter un scénario de toutes pièces. Clarnell est parti en week-end avec une de ses amies et n'est jamais réapparu. Ed, satisfait de son plan, appellera Sarah Hallett, la meilleure amie de sa mère, pour l'inviter à dîner, histoire de faire plaisir. Sarah arrive à 18h et immédiatement après qu'elle ait passé le pas de la porte, elle se prend un coup de marteau. Pour se détendre de ces 2 meurtres, Ed va se rendre au Jury Room, le bar qu'il adore fréquenter. Il va ensuite rentrer et passer la nuit dans le lit de sa mère. Le lendemain matin, Ed va cacher les corps dans le placard de la maison avant de prendre la route à bord de sa Ford Galaxy. Il est en pleine paranoïa, persuadé que toutes les forces de l'ordre du comté sont à sa poursuite et qu'il est en cavale. Au bout de 30 heures de route à parcourir les nationales américaines, il remarque que personne ne parle de lui ni à la radio, ni nulle part en fait. Agacé, il s'arrête, rentre dans une cabine téléphonique et compose le numéro de la police de Santa Cruz. Il est ami avec la plupart des policiers de la ville, alors quand il avoue les meurtres, personne ne le croit. Il faudra qu'Ed appelle 3 fois pour que enfin quelqu'un décide d'envoyer un officier de police au domicile de Clarnell pour vérifier ses dires. Un officier de police se rend donc au domicile de Clarnell, ouvre le placard indiqué par Ed et découvre les 2 dernières victimes de l'ogre de Santa Cruz. La cabine téléphonique d'où il appelle est rapidement encerclée et Ed se rend sans se rebeller. Sur le chemin, il va déclarer avoir tué 6 jeunes femmes durant l'année qui vient de se passer. Le 25 octobre 1973, à peine 6 mois après son arrestation, le procès Kemper
ouvert. Il va plaider non coupable et tenter d'être interné plutôt que d'aller en prison. Le procès n'a duré que 3 semaines, ce qui est assez court au vu des faits, mais Ed a tellement parlé, tellement donné de détails que la justice a tout entre les mains pour le faire tomber. Il est encore une fois testé par des psychiatres qui vont évaluer son QI à plus de 145. Edmund Kemper est très intelligent, il savait exactement ce qu'il faisait au moment des faits. Il va à plusieurs reprises choquer les jurés, comme par exemple en disant qu'ils n'ont pas posé toutes les questions. Par exemple, savez-vous quelle est la sensation de faire l'amour à un cadavre? Savez-vous ce que ça fait que de décapiter quelqu'un? Et ce alors que les familles des victimes sont encore présentes dans la salle d'audience. Évidemment, il fut reconnu coupable pour l'ensemble des meurtres. La peine de mort n'étant plus de rigueur en Californie, il fut condamné à la prison à vie. Durant sa peine, il a participé à de nombreuses interviews et même à un programme de profiling mis en place par le FBI. Ce programme va permettre aux enquêteurs d'analyser différents individus pour y déceler un potentiel tueur et ainsi limiter leurs victimes. Aujourd'hui, Big Ed est toujours emprisonné, il a 76 ans et travaille à la bibliothèque de l'établissement. Durant sa période d'activité, il n'a terrorisé presque personne, mais est tout de même devenu célèbre, si bien qu'on en parle toujours en 2024. Le frisson que vous recherchiez vous a probablement été donné durant cette vidéo. Pour certains d'entre vous, vous ne dormirez pas cette nuit, ressassant ce que vous venez d'entendre dans cette vidéo et laissant libre cours à votre imagination. Je vous mets également en garde, l'horreur peut se trouver partout, même au seuil de votre porte.